2019 avec sa session manuel anti-sabotage. Elle revient cette année avec sa nouvelle conférence « Arrêtez les régimes agiles, ça ne marche pas ». Et vous la verrez demain aussi dans cette salle, mais pas en keynote. Je ne sais plus vers quelle heure, on verra. 11h35, merci. Pour Cargo Cult, je vous demande d'accueillir chaleureusement Émilie Esposito. Hein? Vous me foutez les poils, là, les gens. Merci. Et puis, merci beaucoup, parce que, en fait, je ne sais pas pourquoi, ce matin, j'ai un peu un bout de stress, alors que, normalement, c'est des trucs que j'ai déjà fait pas mal de fois. Donc, ça me fait du bien, en fait, comme ça, que vous m'encouragez. Ça va m'aider. Je vais sûrement prendre quelques minutes pour rentrer dans le truc, mais ouais, merci. Ok. Ouais, puis on va s'amuser. Alors, déjà, on va commencer par remercier les sponsors de l'événement, parce qu'effectivement, ces temps troublés, c'est vraiment cool qu'ils soient engagés auprès de l'équipe de l'Agile Touraine, et c'est grâce à eux qu'on va pouvoir passer une super journée ensemble, donc merci à eux tous. Je suis une experte en régime. Depuis mes 18 ans, j'ai fait au moins 7 gros régimes et pas mal de petits, à tel point que je ne me rappelle pas de tous, en fait. J'ai fait toutes sortes de régimes. Des régimes que j'ai bricolés moi-même, comme des régimes qui sont recommandés par des professionnels. J'ai fait le régime à 1600 calories, le régime Dukan, 3 fois. J'ai fait le régime comme j'aime. J'ai été suivie par une diététicienne. J'ai même essayé des choses un peu plus exotiques, comme la chrononutrition. Et comme vous pouvez le voir en me regardant, les régimes, ça ne marche pas. Je suis aussi une experte en transformation agile. J'ai accompagné de nombreuses équipes et entreprises dans leur transformation agile dans des contextes très variés. Des grandes entreprises comme des PME, des équipes de 3 comme de 75, des projets de 2 mois comme de plusieurs années, des refontes comme des produits innovants. Et puis, je discute beaucoup avec d'autres coachs des transformations agiles qui les accompagnent. Et ben, je peux vous dire que les transformations agiles telles qu'on les fait aujourd'hui, ça ne marche pas plus que les régimes. Souvent, les résultats sont décevants, bien en deçà des promesses de l'agilité, et ils durent rarement longtemps. Dernièrement, j'ai compris qu'on faisait des transformations agiles comme on fait des régimes, et que c'est justement pour ça que ça ne marche pas. Je vous raconte? Allez. Alors, des transformations agiles... Oh, pardon. Oui, c'est ça. Des transformations agiles, il y en a de plusieurs sortes, comme pour les régimes. Je vais commencer par vous parler de celles que j'appelle les transformations mesurettes. Les transformations mesurettes, c'est quand on va faire quelques changements mineurs sur des pratiques isolées, en espérant avoir un résultat important et durable. Par exemple, on va se mettre à utiliser des post-it, faire des réunions de reporting chaque matin, qu'on va appeler stand-up meeting, et hop, on est agile. C'est aussi bidon que cette photo. Pour moi, ce genre de transformation, ça me fait penser au régime miracle. Vous savez, buvez chaque matin, à jeun, dans un grand verre d'eau tiède, le jus d'un citron dilué, et vous allez perdre 20 kilos en 15 jours sans aucun effort. Personne n'y croit. À l'opposé de ces transformations mesurettes, on trouve le déploiement d'un framework prescriptif à l'échelle de l'entreprise. Une méthode pour les amener tous à l'agilité et dans les ténèbres les lier. Et plus le framework est prescriptif, plus il doit être exhaustif. Et plus il est exhaustif, plus il est complexe. Du coup, on forme l'ensemble des équipes à l'application des nouvelles pratiques, sans forcément expliquer non plus l'objectif de ces pratiques et pourquoi elles fonctionnent. On va aussi recruter massivement des accompagnants, dont la principale mission sera de veiller au bon déploiement du framework. En fait, ces transformations sont purement descendantes. Tout le monde doit changer au même rythme, les équipes n'ont que peu de marge de manœuvre en fait, dans la mise en œuvre, et du coup, les collaborateurs ont du mal à adhérer et peuvent se démotiver facilement. En fait, ces transformations, elles peuvent être assez brutales parfois, souvent même. Moi, ce genre de transformation, ça me fait penser à la chirurgie bariatrique. La chirurgie bariatrique, c'est comme ça qu'on appelle la chirurgie de l'estomac.
C'est un changement qui est brutal, profond, sur lequel le patient n'a que peu de maîtrise. Alors, au début, ça se passe bien. Il y a ce qu'on appelle une phase de lune de miel, où le patient perd beaucoup de poids, et ça dure environ 2 ans. Et après, ça se gâte. On estime à environ 30% le nombre d'échecs de la chirurgie bariatrique par reprise de poids. Et ce nombre augmente significativement quand le patient arrête le suivi qui normalement dure toute la vie. En général, cette reprise de poids s'accompagne aussi de dépression. Eh ben, c'est un peu pareil pour les déploiements de frameworks prescriptifs à l'échelle d'entreprise. Au début, ça marche, parce que ce qu'on mesure, c'est l'adoption des pratiques. Et comme les équipes, elles n'ont pas le choix, forcément, ça marche. Mais au bout d'un moment, on commence à se poser des questions sur les résultats réels de la transformation. Et bizarrement, on observe une démotivation croissante des collaborateurs et une augmentation des burn-out. Et si l'entreprise arrête de se faire accompagner, c'est la bérésina. Pour moi, ces frameworks agiles, en fait, ne sont pas des frameworks, ce sont des méthodes. Un framework, c'est un cadre général. Et il y a d'autres frameworks agiles qui méritent bien mieux le nom de framework. Scrum, par exemple. Scrum, c'est un cadre général qui laisse beaucoup d'autonomie aux équipes pour l'implémentation. Le Scrum Guide, Scrum, c'est simple et facile à comprendre. Le Scrum Guide, il fait qu'une dizaine de pages, en fait. Et d'ailleurs, les auteurs de Scrum ont voulu le rendre moins prescriptif dans sa version 2020, explicitement, en fait. Si Scrum, c'était un régime, pour moi, ce serait le régime à 1600 calories ou le régime du camp. Un petit nombre de règles générales, faciles à comprendre, et qui laissent beaucoup d'autonomie dans la mise en œuvre. Ces régimes ont une vertu éducative, en fait, parce que comme les règles sont simples et qu'il n'y en a pas beaucoup, ça permet de s'approprier beaucoup plus facilement les principes de base de la nutrition. Et pourtant, ça ne marche pas. Je vous ai dit, j'ai fait le régime du camp 3 fois. Si ça marchait, une fois aurait suffi. Ça ne marche pas parce que savoir comment bien faire ne suffit pas à bien faire et à changer durablement. En fait, dans les régimes comme ça, on va changer nos pratiques, mais en fait, on ne s'intéresse pas à ce qui a causé cette situation. Et du coup, on est obligé de se surveiller toute la vie pour maintenir les résultats. Sinon, c'est la reprise de poids et l'effet yo-yo. Pour Scrum, c'est un peu pareil. Je vous ai dit, Scrum est facile à comprendre. Mais Scrum n'est pas facile à appliquer dans la vraie vie des entreprises. La plupart des équipes qui fonctionnent en Scrum doivent trouver des compromis entre ce qui est dit dans le Scrum Guide d'une part et le fonctionnement réel des entreprises d'autre part. C'est compliqué de trouver une entreprise dans laquelle un product owner a réellement la main sur son produit. Et on entend encore souvent des entreprises dans lesquelles on dit on ne va quand même pas permettre à des développeurs de parler à des utilisateurs. Ça, ce sont que quelques exemples. Vous avez sûrement les vôtres dans votre propre expérience de l'agilité. Du coup, ce que je vous explique, c'est que ce soit pour les transformations agiles ou pour les régimes, ça ne marche pas. Peu importe la méthode ou l'effort qu'on y met, ça ne marche pas. Alors, comment ça se fait? On va commencer par se poser la question sur les régimes, et puis on va voir quelles leçons on peut en tirer pour les transformations agiles. Je vais commencer par vous parler de l'effet yo-yo. Alors, l'effet yo-yo, c'est quoi? Je fais un régime, je perds du poids, le yo-yo descend. J'arrête de faire le régime, je reprends du poids, le yo-yo remonte. Comme j'ai repris du poids, je refais un régime, le yo-yo, je repère du poids, le yo-yo redescend, et ainsi de suite. Et comme en général, on reprend plus de poids que ce qu'on en a perdu, on s'enferme dans un effet vicieux, un cercle vicieux de prise de poids. Bon, dit comme ça, je vous apprends sûrement rien. Je vais essayer de rendre ça un peu plus concret. Pour préparer cette conférence, je me suis plongée dans mes souvenirs et dans mes archives pour construire ma courbe de poids depuis mes 18 ans. Je crois qu'en regardant cette courbe, on se rend un peu mieux compte de ce que ça veut dire, l'effet yo-yo. Je vais essayer de rendre ça encore un peu plus concret. Si je cumule l'ensemble des régimes que j'ai faits depuis mes 18 ans, j'ai perdu 90 kilos. 90 kilos, c'est ça. Et sur la même période, j'ai repris 125 kilos. C'est ça. Je trouve que ça donne du corps aux données, vous ne trouvez pas? Et en fait, c'est pour ça que ça ne marche pas, les régimes. Ça ne marche pas, enfin, en tout cas, ça ne marche pas durablement. Quand on regarde, en fait, ma courbe de poids, on voit que... Je suis au bon endroit? Oui. Excusez-moi. Quand on regarde ma courbe de poids, on voit qu'à un moment, en fait, j'ai perdu 26 kilos en quelques mois. On ne peut pas dire que je n'ai pas fait ces régimes sérieusement.
Et pourtant, le résultat, il est là. Ça ne fonctionne pas. Alors, comment ça se fait? Il vient d'où cet effet yo-yo? Comment est-ce qu'il fonctionne? En 2011, j'étais en plein régime du camp. Je perdais pas mal de poids, ça se passait bien. Et puis, ma grand-mère est morte. Quelques mois plus tard, j'avais repris tout le poids que j'avais perdu. En 2015, pardon, je vous ai spoilé. En 2015, je faisais à nouveau le régime du camp et ça se passait super bien. J'étais revenue presque à mon poids de lycée, j'étais super contente. J'étais arrivée à la phase de stabilisation du régime qui était la dernière. Et puis, je suis tombée enceinte. Alors au début, j'ai plutôt bien régulé ma prise de poids. Mais au bout d'un moment, c'est mon petit passager qui s'est mis à décider ce que je pouvais manger ou pas. Et lui, ce dont il avait furieusement envie, c'était de fromage fondu et de pain. Et là, j'ai carrément perdu le contrôle sur la prise de poids. Comme quoi, l'effet yo-yo, ça peut arriver aussi en période heureuse. En fait, le mécanisme était toujours le même. À chaque stress, burn-out, déménagement, c'était la reprise de poids, le retour de l'effet yo-yo. Et c'est ça la leçon. Les régimes, ce n'est pas résilient. Au moindre stress, on reprend une bonne partie du poids qu'on a perdu, voire tout et même plus. Les régimes, ça ne fonctionne que quand tout va bien, quand il n'y a pas de galère, pas d'imprévu. Mais vous savez quoi? Ça n'arrive pas, ça, dans la vie, ou en tout cas, ça ne dure pas vraiment. Et tant mieux, parce que sinon, on se ferait royalement chier, vous ne trouvez pas? En fait, c'est une personne qui s'est fait poser un anneau gastrique qui m'a très bien expliqué pourquoi les régimes, ça ne fonctionnait pas. Elle m'a dit, l'anneau m'a permis de résoudre mon problème de poids, mais pas mon problème avec la nourriture. Et elle a trouvé le moyen d'ingérer en fait, des aliments hautement caloriques, et elle a repris plus de la moitié du poids qu'elle a perdu. En fait, les régimes, ils s'intéressent qu'à un symptôme, le poids, mais pas à tout ce qui a créé en fait, la situation qui favorise la prise de poids et qui même a intérêt en fait, à nous maintenir dans ce poids élevé. Les causes en fait, de la situation, c'est un système complexe qui est constitué par exemple par nos traumas, notre vision de nous-mêmes, de notre histoire, par nos croyances. Et tant qu'on ne s'intéresse qu'aux symptômes poids et pas au système qui le crée, eh ben, on fait des changements en surface mais qui ne durent jamais vraiment longtemps. Et on s'expose à l'effet yo-yo. La systémique, elle nous le dit bien, hein. Plus de la même chose fait plus du même résultat. Plus on fait des régimes, plus on perd du poids, plus on en reprend. C'est encore la systémique qui nous donne la solution, enfin une piste de solution. La systémique distingue deux types de changements. Les changements de niveau 1 et les changements de niveau 2. Un changement de niveau 1, c'est quand vous modifiez quelques paramètres d'un système qui reste, lui, globalement stable. Par opposition à un changement de niveau 2, où en fait on modifie le système lui-même, et ce qui l'amène à évoluer. Bon, je vais vous donner un exemple pour rendre ça un peu plus concret. Le changement de niveau 2, c'est par exemple la sortie du premier iPhone en 2007. La sortie du premier iPhone en 2007, ça a révolutionné ce que c'était qu'un téléphone mobile. Ça a changé les fondamentaux de ce que c'était qu'un téléphone mobile. Ça, c'est un changement de niveau 2, par opposition à la sortie d'un nouvel... Pardon, excusez-moi. Par opposition à la sortie d'un nouvel iPhone aujourd'hui. Un nouvel iPhone aujourd'hui, c'est une optimisation des paramètres de l'iPhone pour améliorer sa qualité et autres, mais ça ne révolutionne pas du tout ce que c'est qu'un iPhone ou un téléphone mobile. Appliquons ce concept au régime. Quand on fait un régime, on modifie les paramètres de notre alimentation. Donc en fait, c'est un changement de niveau 1. Pour faire un changement de niveau 2, il faudrait qu'on change notre vision de nous-mêmes, notre vision de notre histoire, nos croyances, pour que ça puisse fonctionner durablement. Alors, dans les transformations agiles aussi, on peut avoir un effet yo-yo. Je vous ai expliqué, l'effet yo-yo est provoqué par un stress, plus ou moins intense. Dans le cadre de transformation agile, ça pourrait être ce matin où un grand chef à plume descend dans l'open space de l'équipe en disant « J'ai une super idée pendant la nuit et il faut développer la feature là, maintenant, tout de suite, parce que c'est super urgent. » Ou une équipe qui refuse de faire un planning détaillé sur un an parce que ça n'a pas de sens dans une approche agile.
Ou encore cette équipe qui décide en rétrospective de faire du mob programming. Mob programming, oh, je savonne ce matin. Et en fait, le manager qui s'y oppose fermement parce que ça va forcément retarder le planning. Bon, ça, ce sont quelques exemples, mais vous avez encore une fois sûrement les vôtres dans votre vie de tous les jours. On voit quand même une constante dans ces exemples que je vous ai donnés, des équipes qui s'approprient l'agilité et un management qui continue de fonctionner selon les anciens paradigmes. Enfin bon, peu importe le stress qui va créer l'effet yo-yo, ça se termine à peu près toujours de la même façon. On vous a laissé faire votre expérimentation, votre truc agile, là. On a bien vu que ça ne marche pas. Donc comme ça ne marche pas, on va revenir à la façon d'avant. Et puis, on a bien vu, en fait, que quand on enlève le command and control, les équipes, elles n'y arrivent pas. Donc on va en remettre une bonne couche. Des fois, c'est un peu plus déguisé que ça, un peu plus sournois. On continue d'utiliser le vocabulaire agile, les pratiques agiles, mais on va les dévoyer complètement pour mettre une bonne dose de command and control. Ça vous parle? Ouais. J'en vois qui se cachent le visage tellement ça leur parle. OK. En fait, c'est parce que les transformations agiles telles qu'on les fait aujourd'hui, ce ne sont que des changements de niveau 1. On ne fait qu'ajuster quelques paramètres du système. On a des nouveaux rôles, on découpe le travail par lot de 2 semaines au lieu de quelques mois, enfin ça c'est si on ne fait pas du safe. On utilise Jira au lieu de MS Project, mais ce ne sont que des paramètres du système. Le système, c'est quoi? C'est la culture de l'entreprise, c'est les croyances qu'il y a dans l'entreprise. Et tant qu'on continue de croire qu'on ne peut pas faire confiance aux collaborateurs, qu'ils travaillent mieux sous pression, qu'ils ne sont pas capables de prendre des décisions dans l'intérêt de l'entreprise, tant qu'on continue de croire qu'en planifiant assez, on peut tout prévoir, tant qu'on continue de croire que les utilisateurs ne savent pas ce qu'ils veulent, le système ne change pas. Et le changement ne peut pas être durable. Pire, on peut provoquer des dommages durables dans l'entreprise, par contre. Burn-out, turnover. Bon, j'ai bien plombé l'ambiance, ça va? Rassurez-vous, je ne vais pas vous laisser comme ça. Jusque-là, je vous ai montré en fait que nos transformations agiles et nos régimes ne marchent pas parce que ce ne sont que des changements de niveau 1 qui ne peuvent pas être durables. Et du coup, est-ce que c'est possible de changer durablement? Et si oui, comment on fait? En 2017-2018, j'ai fait un burn-out. Ça a été un moment clé dans ma vie, en fait, parce que j'ai décidé de changer des choses en profondeur. Alors, ce n'était pas la première fois que j'essayais de changer des choses dans ma vie, mais cette fois-ci, je m'y suis prise différemment. J'ai commencé par réfléchir à ma façon de changer. Et en fait, je me suis rendu compte que je devais changer ma façon de changer. Du coup, je me suis mise à étudier le changement. J'ai parlé avec des coachs, j'ai parlé avec des psychologues, j'ai lu sur le développement personnel, sur la systémique, sur le traitement des addictions. Et puis surtout, j'ai expérimenté. J'ai appliqué tout ce que j'apprenais à mon propre changement. Alors, ça a pris du temps, mais aujourd'hui, je suis arrivée à une démarche qui me permet de changer durablement. Quand vous regardez ma courbe de poids, en fait, ça fait 2 ans que je suis stable en poids. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Et le plus beau dans tout ça, c'est que ça ne me demande plus aucun effort. Pourtant, pendant cette période, j'ai eu quelques stress intenses. Pandémie, confinement, j'ai eu des problèmes familiaux par-dessus ça. Et pourtant, mon poids est resté stable. Comment j'ai fait? J'ai appliqué le processus de changement durable que j'avais affiné ces dernières années. Enfin, que j'ai affiné en le faisant, en fait, d'ailleurs. Ce processus, en fait, c'est le résultat de tout ce que j'ai appris sur le changement ces dernières années, à la fois par la théorie, mais aussi par l'expérimentation, dans mes accompagnements et sur mon changement personnel. Et aujourd'hui, je viens vous offrir ce processus pour que vous puissiez, à votre tour, changer durablement et aider les autres à changer durablement. C'est un processus en 4 étapes. La première étape, c'est de comprendre pourquoi, en 2 mots, pourquoi on veut changer. C'est quoi la situation qu'on souhaite atteindre? Pour ça, on va commencer par s'intéresser à la situation actuelle. Et plus particulièrement, quelles sont les limites de notre situation actuelle et les problèmes que ça engendre. Alors, il peut y avoir plusieurs problèmes qui émergent à ce moment-là. L'important, c'est de prendre le plus prioritaire, celui qui nous fait le plus souffrir. C'est très important de ne faire qu'un gros changement à la fois. Déjà parce qu'on va éviter de disperser notre énergie, et changer, ça demande énormément d'énergie.
Mais aussi parce que si on fait plusieurs changements à la fois, c'est très compliqué de lier une amélioration ou une aggravation à tel ou tel changement. Donc c'est difficile d'en tirer des conclusions, en fait. Donc, une fois qu'on a identifié quel est le problème qu'on veut résoudre en changeant, on va décrire de la façon la plus concrète possible la situation qu'on souhaite atteindre. À quoi ça ressemble? Qu'est-ce que ça implique? Est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut? Et puis, on va définir des indicateurs de progrès pour savoir si on va dans le bon sens et des indicateurs de succès pour savoir si on y est arrivé. Moi, jusque-là, j'avais toujours essayé de perdre du poids. Et cette fois-ci, je me suis rendu compte que perdre du poids, c'était peut-être qu'une solution parmi d'autres à mon vrai problème, à ma vraie douleur. Le truc, c'est que je ne savais pas ce que c'était mon vrai problème, ma vraie douleur. Donc du coup, j'ai dû faire pas mal d'introspection. Et puis, j'ai fini par comprendre que mon vrai problème, ma vraie douleur, c'était l'avalanche de sentiments négatifs qui m'envahissaient quand je regardais mon corps dans le miroir. En fait, j'aimais pas mon corps, et même je le détestais. Et ça me faisait souffrir. Du coup, ma situation souhaitée, c'est devenu « je veux accepter mon corps tel qu'il est ». Ouais, j'aurais pu dire « je veux aimer mon corps tel qu'il est », mais bon, ça me paraissait tellement impossible, et on ne peut pas y arriver si on part perdant. Donc, je veux accepter mon corps tel qu'il est. Comme je vous disais, cette phase demande pas mal d'introspection. Et dans le cadre d'une transformation d'entreprise, un coach peut aider à cette introspection en vous posant des questions, en vous aidant à prendre du recul, en vous décrivant ce qu'il voit. Ça sous-entend bien sûr que le coach n'a pas d'idée préconçue sur le problème à traiter et la situation à atteindre. Voilà, je vous glisse ça comme ça. Donc, voyons voir ce que ça pourrait donner cette première étape pour une entreprise. Je vais commencer par l'exemple de l'entreprise Machin. Ouais, j'ai été super créative sur le nom des entreprises exemples. Donc l'entreprise Machin, c'est une entreprise qui a révolutionné son secteur en fait, à sa création il y a 10 ans, parce que son produit était très innovant. Depuis, l'entreprise a grandi, le produit a évolué au fur et à mesure que la technologie évoluait. Mais progressivement, les utilisateurs commencent à se désintéresser des produits de l'entreprise au profit de nouveaux arrivants fraîchement débarqués sur le marché. Alors, du coup, on pourrait, en première approche, proposer une transformation agile pour aider à avoir plus d'innovation. On va plutôt appliquer le processus de changement durable. Donc, ça commence par comprendre la situation actuelle. Excusez-moi, j'ai eu un petit truc qui a popé dans ma tête. Donc, ça commence par creuser la situation actuelle. Donc, la situation actuelle, en fait, ce que l'entreprise Machin découvre, c'est qu'on ne peut pas dire qu'ils n'innovent pas, parce qu'ils déposent bon nombre de brevets. Mais ce ne sont que des brevets techniques, et donc, du coup, que les utilisateurs ne voient pas. Et tiens, parlons-en des utilisateurs. Apparemment, les équipes, ça fait un moment qu'elles ne leur ont pas parlé. Les équipes se basent sur la connaissance utilisateur acquise il y a une dizaine d'années à la création de l'entreprise, et puis du coup, ce n'est pas étonnant qu'ils n'arrivent pas à anticiper leurs besoins et qu'ils se retrouvent à suivre le marché plutôt que d'innover. Du coup, le problème qu'ils décident de résoudre, c'est la méconnaissance des utilisateurs. Et la situation souhaitée qu'ils décrivent, nous sommes en contact permanent avec nos utilisateurs de façon à comprendre et anticiper leurs besoins. Bon. On va prendre le cas d'une autre entreprise, l'entreprise Truc, quand je vous disais que j'ai été créative. L'entreprise Truc, c'est une entreprise B2B qui marche bien. Mais depuis quelque temps, en fait, il y a le turnover qui augmente pas mal et l'entreprise perd des compétences clés. À la énième démission, le fondateur, Serge, décide que trop, c'est trop. Et il se fait accompagner par une coach pour résoudre le problème. Et du coup, pardon, excusez-moi. Du coup, voilà ce que la coach l'aide à découvrir sur la situation actuelle. Serge s'est investi corps et âme dans son entreprise. Il participe à tous les projets depuis la création. Sauf que depuis 2 ans, l'entreprise, comme elle marche bien, elle a de plus en plus de clients. Et Serge a de moins en moins de temps pour chaque projet. Du coup, il devient un goulet d'étranglement. Les projets prennent du retard. Et puis, comme il passe moins de temps sur les projets, il perd de sa pertinence technique. Et du coup, ça lui arrive de plus en plus souvent de prendre des décisions contre l'avis des équipes. Et quand ça ne se passe pas bien, il finit par blâmer les équipes d'avoir mal exécuté ses décisions. D'où une démotivation des équipes et l'augmentation du turnover.
Alors là, pareil, un consultant en fait, pourrait proposer une transformation agile pour promouvoir l'auto-organisation. Mais bon, la coach, elle, va plutôt choisir une démarche de transformation durable, de changement durable. Et donc, elle demande à Serge quelle situation il aimerait obtenir. Donc Serge dit, bah, je voudrais que les équipes soient plus autonomes pour que moi, je ne sois plus un bloqueur. La coach dit, ouais, mais en fait, le seul changement que vous pouvez maîtriser, c'est le vôtre. Vous ne pouvez pas changer les autres. Du coup, il faut que vous commenciez par changer vous-même, et c'est en changeant vous-même que vous entraînerez le changement de toute l'entreprise. Du coup, quel changement voulez-vous appliquer à vous-même pour permettre ensuite à vos équipes d'avoir plus d'autonomie? Serge réfléchit, puis il dit je laisse les équipes prendre des décisions sur les projets et je les soutiens dans la mise en œuvre. La coach dit ok, c'est pas mal. Mais qu'est-ce qui se passe si une équipe prend une décision qui s'avère mauvaise pour l'entreprise? Et il continue comme ça les échanges pour essayer du coup, de poser au mieux cette situation souhaitée. Et donc Serge finit par l'exprimer ainsi. J'accompagne les équipes dans l'apprentissage du processus de prise de décision pour minimiser les risques. Je les soutiens dans la mise en œuvre de leurs décisions. Et je leur offre mon aide bienveillante pour tirer les leçons, les enseignements de leurs échecs. Comme indicateur de progrès et de succès, on pourra s'intéresser au nombre de décisions réellement prises par Serge et à la confiance qu'il a dans les décisions prises par ses équipes. OK. On a vu là, à la lumière de ces deux exemples, que cette première étape du changement, on ne parle pas du tout de comment on va changer. L'idée, en fait, c'est d'y aller progressivement au rythme de la personne qui est en demande de changement, pour qu'il puisse être un acteur conscient de son propre changement. Et c'est qu'à cette condition-là que le changement pourra être durable. Alors, la deuxième étape du processus de changement, c'est anticiper la résistance au changement. La systémique nous le dit. Les systèmes cherchent à rester stables. Et du coup, si vous essayez de changer un système, il va mettre en place des mécanismes pour contrer le changement et maintenir le statu quo. Et du coup, il faut qu'on apprenne à connaître cette résistance au changement, savoir comment elle fonctionne, pour pouvoir la déconstruire et ensuite la surmonter. Alors, mon ami Benjamin Cabane, qui est là-bas, m'a parlé un jour des bénéfices secondaires à ne pas changer. Et là, ça a fait tilt. Ces bénéfices secondaires à ne pas changer, nous n'en sommes pas forcément conscients. Mais notre système, lui, il les connaît super bien et il va les défendre becs et ongles. Parce qu'il pense que si on change, on va perdre ces bénéfices et que c'est très mauvais pour nous. Donc, on va réfléchir à ces bénéfices à ne pas changer. Et en fait, dans ces bénéfices, il y a des bénéfices qui vont être réels. Et on verra plus tard dans le processus comment est-ce qu'on peut les obtenir autrement. Mais on va voir à cette étape qu'il y a pas mal de ces bénéfices qui sont aussi illusoires, parce qu'ils reposent sur des croyances limitantes en fait. Et donc on va essayer d'identifier nos croyances limitantes. Pour faire ça, je vous renvoie à l'article très complet et très bien documenté de Bloculus, qui est vraiment super cet article. Donc voilà, on identifie nos croyances limitantes. Quand je me suis intéressée à la parentalité positive, j'ai rajouté un élément en fait, à cette étape. Anticiper le changement, l'échec, pardon. En fait, quand je lisais des articles ou des livres sur le sujet de la parentalité, j'avais l'impression qu'il suffisait d'appliquer en fait, les pratiques pour que ça marche. Et quand moi, du coup, je galérais, voire j'y arrivais pas, je me disais que j'étais nulle. Parce que les autres, ils avaient l'air d'y arriver, eux. Et moi, pas. Et en fait, après, j'ai compris que c'est pas que j'étais nulle, c'est juste que les gens, ils partageaient pas leurs échecs, quoi. Parce qu'on est dans une société de la performance et que l'échec est pas admis, ou alors il faut qu'il se termine bien, genre sur une leçon de vie ou un résultat bien plus positif que ce qu'on aurait eu au premier coup. Mais vous savez quoi? En fait, tout le monde galère à changer. Tout le monde galère à changer. Ceux qui galèrent pas, c'est ceux qui changent pas vraiment. Et tout le monde échoue de temps en temps. Ceux qui n'échouent pas, c'est ceux qui n'essayent jamais rien. Du coup, envisager l'échec, ça ressemblerait à quoi
d'échouer? Comment je saurais que ça ne marche pas et qu'est-ce que je ferais dans ce cas-là? L'idée, ce n'est pas de prévoir à l'avance ces stratégies que vous allez réellement mettre en œuvre. C'est de dédramatiser l'échec en imaginant un plan B, un plan C et peut-être même plus, et vous montrer que vous êtes tout à fait capable de réorienter votre stratégie si jamais ça ne marche pas. Et du coup, vous ne serez pas paralysé par l'échec, en fait. Donc, envisager l'échec. Alors moi, dans cette étape sur la résistance au changement, j'ai fait des découvertes assez marrantes sur moi-même, enfin surprenantes. J'ai découvert qu'un de mes bénéfices à être grosse, c'était de ne pas tenter les harceleurs de rue. C'est un bénéfice complètement illusoire et qui repose sur des croyances totalement bidons. Les relous ne s'attaquent qu'aux jolies femmes. Il faut être mince pour être jolie. Ça, c'est une croyance qui me vient de ma mère. Merci, maman. Je ne suis pas capable de me défendre quand on me harcèle. Ça, c'est une croyance qui me vient d'une agression que j'ai subie à 18 ans et contre laquelle je n'ai pas su me défendre. Aujourd'hui, ces croyances sont complètement... J'ai réalisé que ces croyances sont complètement fausses, en fait. Voyons voir le genre de croyances limitantes que nos entreprises exemples pourraient voir émerger. J'ai peur d'en oublier, alors je prends ma feuille de pompe. Donc, l'entreprise machin, vous savez, qui a du mal à connaître ses utilisateurs. Voilà le genre de croyances limitantes qu'ils peuvent découvrir dans leur introspection. Un utilisateur qui ne se plaint pas est un utilisateur satisfait. Un feedback négatif, c'est une mauvaise chose. Les utilisateurs sont toujours mécontents de quelque chose. Si on leur demande, ils finissent toujours par trouver la petite bête. La recherche utilisateur, ça prend du temps, ça coûte de l'argent. Nous sommes nous aussi des utilisateurs, nous n'avons pas besoin de faire de recherche utilisateur. Les utilisateurs ne savent jamais ce qu'ils veulent. Toute ressemblance avec une situation réelle ou ayant existé serait purement pas fortuite du tout. L'entreprise Truc maintenant et son fondateur Serge qui veulent donner plus d'autonomie aux équipes. Donc voilà le genre de croyances limitantes que Serge pourrait identifier sur son chemin d'introspection. Je prends de meilleures décisions que ce que les équipes pourraient prendre. Il existe une seule meilleure décision. Je peux savoir à l'avance si une décision est bonne ou mauvaise. Ça va plus vite si c'est moi qui décide. Donc, 2 premières étapes du processus de changement. Comprendre pourquoi on change, anticiper la résistance au changement. 3e étape, s'équiper pour réussir. On va commencer par prendre les croyances limitantes qu'on a identifiées à l'étape d'avant et on va les déconstruire pour en créer des croyances soutenantes. Pour ça, je vous renvoie encore une fois à l'article de Bloculus qui explique très bien comment faire. En gros, l'idée, c'est d'aller explorer dans notre expérience personnelle des fois où ces croyances limitantes ne se sont pas vérifiées et d'aller creuser ce qui s'est passé à ce moment-là, investiguer. C'était dans quel contexte? Qu'est-ce que j'ai fait de différent? Etc., etc. On se pose le maximum de questions. Et en fait, vous allez voir que ça va faire émerger des croyances soutenantes. On va aussi regarder ce qu'on fait déjà bien par rapport à la situation qu'on souhaite, histoire de ne pas le perdre et puis de construire sur nos forces. Et on va aussi identifier nos atouts pour réussir. Les atouts, ça peut être des forces spécifiques de l'organisation, ça peut être des compétences que des personnes ont et qu'on n'a pas encore exploitées. Enfin, voilà, c'est assez vaste. Moi, quand je me suis penchée sur mes anciens régimes, je me suis rendu compte que quand je me fixe un cadre, je suis capable d'énormément de volonté pour le respecter. Je suis quelqu'un de très organisé. J'adore faire des tableaux, faire des petites fiches, tout ce qui peut m'aider à me faciliter la vie et à suivre mes progrès. Je suis très lucide sur mon propre fonctionnement, en fait, sur qui je suis. Je n'ai pas peur d'aller creuser dans des endroits un peu sombres de ma personnalité et j'adore comprendre comment je fonctionne. Et bien, tout ça, ce sont des atouts fondamentaux pour changer durablement, en fait. Et du coup, en faisant ce travail-là, j'en ai fait un lot de croyances soutenantes qui m'ont aidé à changer par la suite. Alors, si on reprend nos entreprises exemples, je reprends ma feuille de pompe. Alors voilà le genre de croyances soutenantes que l'entreprise machin pourrait en fait faire émerger et vouloir construire. Les utilisateurs apprécient qu'on prenne leur avis en compte. Plus tôt on reçoit un feedback négatif, plus c'est facile et moins c'est cher de le prendre en compte pour améliorer le produit. Ce qui coûte vraiment cher
c'est de sortir un produit qui ne trouve pas sa cible. Et un que j'aime beaucoup, c'est pas à l'utilisateur de savoir ce qu'il veut, c'est à nous d'écouter attentivement ses douleurs pour lui proposer des solutions. Si on prend maintenant l'entreprise Truc et son fondateur Serge, alors voilà le genre de croyance soutenante que Serge peut chercher à construire. On ne peut pas tout prévoir. Il vaut mieux chercher des solutions que des coupables. Décider, ça s'apprend. Avec les bonnes informations, les équipes sont capables de prendre les bonnes décisions. Et puis, il est possible qu'une équipe prenne une meilleure décision que celle que j'aurais prise. Celle-ci, elle n'est pas facile pour les dirigeants en général. Donc, les 3 premières étapes du processus de changement: comprendre pourquoi on change, anticiper la résistance au changement, s'équiper pour réussir. Vous voyez que jusqu'à maintenant, on n'a pas du tout parlé de comment on va changer. C'est-à-dire qu'on n'a pas parlé ni de solutions, de méthodes, de pratiques. Dans le cadre d'une transformation, ça veut dire qu'à ce moment-là du processus, on n'a pas encore parlé d'agilité normalement. Je dis ça, je ne dis rien, mais je le dis quand même. Bon, on n'en a pas encore parlé, mais on va en parler maintenant. Dans la 4e et dernière étape, qui est expérimenter. En fait, dans cette étape, on va réaliser un changement à la fois, une expérimentation à la fois, pour arriver progressivement à notre situation souhaitée. On va commencer par identifier plusieurs premiers pas possibles. Parce que nos premières idées ne sont pas toujours bonnes, en fait. Donc, 3, c'est un bon nombre. Alors, si vous manquez d'idées, vous pouvez aller chercher, par exemple, vous savez, dans les bénéfices réels qu'on avait identifiés dans la 2e étape, vous demandez comment est-ce qu'on pourrait obtenir ces bénéfices autrement. Vous pouvez aussi aller regarder du côté des croyances soutenantes que vous voulez développer et vous demander c'est quoi le premier pas, la première action que je pourrais faire pour ancrer cette croyance soutenante dans l'entreprise. Voilà. Donc une fois que vous avez vos 3 premiers pas possibles, vous allez en choisir un. Donc pour choisir, l'idée c'est de vous poser ces 3 questions. Selon moi, quel est le premier pas qui va avoir l'impact le plus positif par rapport à la situation que je souhaite atteindre? Est-ce que je me sens capable de faire ce premier pas, là, maintenant? Parce que peut-être il faut faire plus petit, enfin voilà. Et est-ce que j'en ai envie? C'est important aussi, ça. Puis vous allez définir une durée d'expérimentation pour ce premier pas. Pendant l'expérimentation, vous allez noter ce qui se passe, les faits, les émotions, les difficultés, les apprentissages. Et à la fin de cette expérimentation, vous allez évaluer les critères de progrès pour savoir ce que vous faites de ce changement. On garde, on jette, on adapte. Puis vous évaluez les critères de succès. Si vous êtes arrivé à votre situation souhaitée, faites la fête. Et puis sinon, vous repartez pour un tour d'expérimentation. Moi, ça a été le premier pas qui a été le plus compliqué. Je vous l'ai dit, ma situation souhaitée, c'était je veux accepter mon corps tel qu'il est. Et pour faire ça, le premier pas que j'ai choisi, en fait, c'était d'arrêter de me soucier de mon poids. Donc, j'ai décidé de faire une expérimentation, c'était d'arrêter de me peser et de manger tout ce qui me faisait envie. Alors, je vous avoue que le lâcher-prise, au début, il n'a pas été facile. Hein. Et puis après, je me suis dit, bon, tu vas faire une expérimentation sur 2-3 mois, tu sais quoi le pire que tu risques? Prendre beaucoup de poids? Au point où tu en es. Et puis, si ça déraille, tu le verras dans tes vêtements. Tu auras tout le temps de réorienter ta stratégie. Donc, allez, vas-y, tu verras bien ce qui se passe. Du coup, pendant cette période, j'ai mangé ce qui me faisait envie, sans me priver de rien. Sans excès non plus, hein, parce que j'étais connectée à mes envies, du coup. Et la magie s'est produite. C'est là que je suis devenue stable en poids, en fait. J'avais cassé le cercle vicieux de la prise de poids. Depuis, j'ai continué de changer comme ça, une expérimentation à la fois. Et aujourd'hui, je suis beaucoup plus à l'aise avec mon corps, au point d'en parler en conférence. J'ai exploré énormément d'aspects de l'acceptation de moi que j'aurais jamais envisagé si j'avais juste fait un régime. Je me suis réapproprié mon corps. J'ai fait des changements qui avaient vraiment du sens pour moi, qui ont réellement amélioré ma vie. Alors, quelles expérimentations nos 2 entreprises pourraient faire? L'entreprise Machin, pour mieux connaître ses utilisateurs, pourrait par exemple
mettre en place des mécanismes de recueil de feedback au moment clé de l'expérience utilisateur. Ou recontacter ses anciens utilisateurs pour savoir pourquoi ils ont abandonné les produits. Ou bien organiser un brainstorming avec ses utilisateurs actuels pour penser aux fonctionnalités de demain. Pour notre entreprise Truc et son fondateur Serge, alors Serge, il a bien compris ce que lui a dit sa coach. Hein. C'est lui qui doit changer s'il veut que sa boîte change. Donc, les premiers pas seront forcément des changements personnels de Serge. Voilà le genre d'expérimentation qu'il pourrait mener. Ne pas s'impliquer de lui-même sur les projets. Ou autre premier pas possible, quand une équipe lui demande de décider, commencer par demander l'avis de l'équipe, puis appliquer à voix haute son processus de prise de décision sur l'avis de l'équipe. Ou encore, prendre un mois de vacances, ou plus. Ah, mais ça pas... Excusez-moi. Ça passait pas les slides. J'ai presque plus de batterie, apparemment. Ah, zut. Pourquoi ça... Ah, c'est frustrant. Bon, bah, je vais faire le... Je peux pas le faire à la main? Pourquoi ça... Voilà. Excusez-moi, le petit problème technique. Bon, bah, très bien, bah, je vais le faire à la main, à l'ancienne. OK. Bon, comme je vous l'ai dit, les transformations agiles, telles qu'on les fait aujourd'hui, ça ne marche pas. Les résultats sont décevants et sont rarement durables. Selon moi, c'est parce que nous nous concentrons sur la partie agile et pas assez sur la partie transformation. Nous, quand je dis nous, c'est nous tous, hein, les agilistes, les coachs, les clients. On cherche de meilleures façons d'être agile, de meilleures méthodes, de meilleures pratiques, alors qu'on devrait chercher des meilleures façons de changer et d'aider les autres à changer. Alors voilà ce que moi j'ai appris sur le changement. Le changement, c'est dur. En tout cas au début. Après, ça devient juste inconfortable. Si ce n'est pas au minimum inconfortable, c'est que vous ne changez pas vraiment. Vous avez juste ajusté quelques paramètres à votre système. Le changement, ça prend du temps. Le temps de cadrer la situation qu'on veut obtenir, le temps d'expérimenter pas à pas. Ça prend déjà beaucoup de temps à l'échelle d'un individu, alors à l'échelle d'une entreprise. Parce que pour qu'une organisation change, il faut que toutes les personnes dans l'organisation changent aussi. Et en plus, la résistance au changement d'un groupe augmente plus vite que la taille du groupe. C'est ce qu'on pourrait appeler l'effet de masse. Du coup, ça prend du temps. Le changement, c'est incertain. Je vous l'ai dit, on ne peut pas changer les autres, on ne peut que se changer soi-même. Et essayer d'inspirer les autres par notre propre changement. Déjà, au niveau d'une personne, le changement peut nous amener, au niveau individuel, en fait, le changement peut nous amener à des endroits complètement imprévus. Alors, à l'échelle d'une entreprise... Ah oui, ça s'est carrément arrêté. Tant pis, on va faire sans slide. À l'échelle d'une entreprise, vous imaginez bien à quel point c'est imprévisible. Et c'est justement parce que le changement, c'est dur, ça prend du temps, c'est incertain, que je vous propose une nouvelle approche des transformations agiles. Je l'ai appelée la dure agilité, parce que changer, c'est dur, mais que ça permet une agilité durable. La dure agilité, en fait, c'est une démarche de changement collective et individuelle, dans laquelle chaque collaborateur, chaque personne est un acteur conscient de son propre changement. En gros, il s'agit d'appliquer le processus de transformation durable que je vous ai présenté aujourd'hui, le processus de changement durable que je vous ai présenté aujourd'hui, en vous inspirant de la culture agile pour construire des croyances soutenantes et en vous inspirant des pratiques agiles pour vos expérimentations. Attention, je parle bien d'inspiration, pas de prescription, ok ? Moi, je suis convaincue par les bienfaits de l'agilité et je sais qu'on peut aider nos entreprises à être plus agiles durablement si on apprend à changer. Si les demandeurs de transformation commencent par changer eux-mêmes avant de demander à leurs collaborateurs de changer. Si collectivement nous remettons du sens dans nos transformations en explicitant la situation qu'on veut atteindre. Si on prend le temps de changer, une expérimentation à la fois. Si on respecte chaque collaborateur en l'invitant sans contrainte dans le changement collectif et en le soutenant dans ses changements individuels. Alors s'il vous plaît, arrêtez les régimes agiles. Ça ne marche pas. Adoptez plutôt la dure agilité. Je vous remercie.
Je ne sais pas s'il y a du temps. Est-ce qu'il y a du temps pour des questions? Ok. Alors, c'est bête, j'avais prévu le slide où il y a le QR code du feedback, mais voilà. La technique était contre moi aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un a une question? Question, remarque, enfin, réaction, faites-vous plaisir. Oh, ça fait plaisir de voir comment vous êtes nombreux. Question? Bonjour. Oui, ça marche. Puisque vous accompagnez les entreprises, qu'est-ce que vous faites différemment aujourd'hui dans cet accompagnement? Alors, c'est une très bonne question. Et je suis en train de le vivre parce que, du coup, la démarche de changement, j'avais vécu pas mal pour moi-même, en fait, ces dernières années. Et je l'ai vraiment posée comme ça pour construire cette conférence. Et j'ai commencé une mission récemment. Donc, du coup, je suis en plein dedans. Et ça passe déjà par dire pop, vous voulez me faire me dépêcher de commencer à faire des choses. Prenons le temps de cadrer déjà. C'est quoi les problèmes aujourd'hui, en fait? C'est quoi qu'on veut atteindre, hein? Enfin, donc c'est déjà leur apprendre la patience, leur dire changer, ça prend du temps. Il y a ce côté un peu pédagogie sur là, si vous voulez vraiment changer, si vous voulez. En plus, j'arrive dans une situation de crise, donc si on veut prendre le temps que les choses se passent bien, qu'on ne construise pas sur du sable, il faut prendre le temps de faire les choses proprement, dans le bon ordre. Et puis je leur explique aussi que je n'ai pas une démarche toute faite. Parce qu'on me demande, oui, ça va se passer comment? Tu peux nous donner de la visibilité sur les next steps? Alors moi, les next steps, en fait, je les construis un peu au fur et à mesure, en fonction de ce que je découvre dans ma phase d'immersion. Parce que je vous fais du sur-mesure, quoi. Enfin, l'idée, c'est de faire des choses qui marchent pour vous. Pas, enfin, voilà. Donc, c'est beaucoup de pédagogie. Ça demande... Avant, ça m'aurait demandé du courage. Parce que c'est pas facile en fait d'aller dire au client bah non, je vais pas faire ce que tu veux, monsieur le client, mais gentiment, hein, mais je vais quand même pas le faire en fait. Et je comprends que ça te mette mal à l'aise, mais je vais pas le faire. Et c'est bien que ça te mette mal à l'aise parce que c'est le début du changement en fait. Aujourd'hui, je suis tellement convaincue du bien fondé de ma démarche, parce que j'ai tellement vu fonctionner. Enfin, je vous ai dit, j'ai parlé avec des psychologues, etc. Je sais que c'est la bonne façon. Je sais que c'est une façon qui permet vraiment de changer. Du coup, je suis tellement convaincue du bien fondé de ce que j'avance que en fait, ça me donne une force, en fait. C'est de dire, bah, ouais, je sais, et j'ai anticipé la résistance au changement. Hein. Je sais que ça ne va pas vous plaire. Hein. Oui, parce que le consultant il est censé faire ce qu'on lui demande, il arrive, et puis bam, agilisez-moi. Ouais, mais non. Voilà, alors, je ne suis pas arrivée tout de suite à faire ça comme ça, parce que j'ai essayé de faire ça avant, je n'avais pas cadré autant, je n'avais pas formalisé autant ce processus. Et l'entreprise précédente dans laquelle j'ai essayé de faire ça, je me suis vautrée lamentablement, parce que j'avais pas bien cadré, parce que j'avais pas compris pourquoi c'était difficile pour eux de changer, etc. Donc en fait, au début, vous allez sûrement galérer aussi. Voilà. Moi, ce que je fais aujourd'hui, c'est juste pour vous aider à galérer un peu moins. C'est normal de galérer, c'est pas facile. On n'a tellement pas l'habitude de faire comme ça. On doit lutter contre tellement de croyances de ce que c'est que l'accompagnement, de comment on satisfait un client, etc., que du coup, on accepte parfois de faire de la merde, même quand on le sait qu'on fait de la merde, en fait. Et donc, du coup, l'idée, c'est d'arriver à trouver la force de refuser. Et je pense que plus on est nombreux à le faire, c'est aussi pour ça que je prends la parole aujourd'hui, plus on est nombreux à le faire, à le dire, que c'est pas vrai que ça marche un déploiement de méthodes agiles, que ce qu'il faut, c'est du changement qui prend du temps pour que l'entreprise change vraiment. Plus on va être nombreux à faire ça, plus on va être nombreux à refuser de faire de la merde, plus on a des chances que les clients arrêtent de nous en demander. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Par là-bas. Ouais, tu as présenté les étapes et au niveau la dernière, l'expérimentation, donc tu essayes petit à petit, tu en fais une à chaque fois. Comment tu sais que tu t'es planté sur l'une des expérimentations que tu as lancées? Alors, tu as la version, on va dire, objective, où les indicateurs de progrès, on s'est éloigné de la situation de succès. Tu as aussi le ressenti. Tu peux voir que c'est un truc qui ne convient pas, même si les indicateurs ont fonctionné, enfin, on a progressé, pardon, excusez-moi. On peut se rendre compte, en fait, qu'on a progressé sur les indicateurs, mais
les gens ne sont pas à l'aise avec ce changement qu'on a mis en place. Et donc, du coup, c'est que probablement, il nous manque un indicateur ou qu'on en a mal défini. Hein. Donc, on va pouvoir finalement enrichir aussi à chaque étape la vision de la situation qu'on souhaite et comment on mesure les progrès et le succès. Est-ce que ça répond? Super. Par là-bas, une question au fond. Pour Simon. J'y vais. Cette blague. Bonjour et merci. J'ai une petite question concernant qu'est-ce qui peut se passer quand vous arrivez dans une entreprise pour coacher et en fait l'entreprise elle est en plein régime. Parce que là on a vu pas mal d'étapes. Bon, c'est bien quand on arrive et qu'il n'y a rien qui est en cours. Bon, il y a un peu de merde, mais bon voilà, on peut faire des choses. Qu'est-ce que vous leur dites pour dire bon en fait le régime ça marche pas et il faut arrêter là? Alors, il y a deux cas de figure, je pense. Il y a le cas où on m'appelle parce que justement c'est la merde le déploiement du régime. Auquel cas les gens sont réceptifs à ce que je dis, je pense. Ils en ont peut-être marre de mettre des millions dans leur transformation et de ne pas voir les résultats réels. Donc là, j'arrive plutôt dans un terrain positif, on va dire. Et à ce moment-là, je commence par reposer les questions sur OK, c'est quoi les problèmes aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez résoudre, on va y aller progressivement, etc. Si on me contacte pour intégrer une équipe qui fait du déploiement comme ça, et pour eux, il n'y a pas de problème et ils sont très contents de ce qu'ils font, je lance un ballon d'essai en disant « OK, mais c'est quoi ce que vous voulez atteindre ?» Tu vois, je pose des petites questions comme ça, genre... parce qu'en général, quand je dis « C'est quoi que vous voulez atteindre avec votre transformation safe ?» Et vous avez mis en place des indicateurs pour vérifier que ça marche et tout ça, et ça va résoudre quoi comme problème concrètement, etc., etc. Si je vois que la personne en face se déstabilise un peu, il y a peut-être moyen de moyenner, de faire quelque chose. Si par contre en face j'ai un mode genre non mais nous c'est comme ça qu'on fait, ça va très bien, je vais dire écoutez en fait je suis pas la bonne personne pour vous, c'est pas le bon match. Il y a des personnes qui feront très bien ce que vous voulez de moi, mais moi je le ferai pas. Et si un jour vous avez des doutes sur votre transformation, recontactez-moi. Voilà. Est-ce que ça répond? OK. On m'a dit qu'on va s'arrêter là. Je vous remercie beaucoup. Je vais faire un poil d'auto-promo avec des copains. Juste après, on est en salle Arthur pour faire une table ronde justement sur les visions du changement. Quoi, couper le micro? C'est bon, j'ai le droit de le dire. Hein? Ah oui, pardon Aurélien. Mais Aurélien est très bien aussi, il n'y aura pas la place pour tout le monde là-haut. Voilà. Un grand merci aussi à Benjamin et Manuela qui ont facilité la session. N'hésitez pas à venir voir, c'est très joli.